Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va faire un petit jeu. L'objectif de jeu est de deviner un nombre entre 0 et 100. Lorsque le nom est trouvé, la partie est gagnée, la partie est finie. Si le nombre n'a pas été trouvé, l'ordinateur répond en disant si le nombre est plus grand ou si le nombre est plus petit pour donner des indications à l'utilisateur. Ce jeu-là va nous permettre de voir pas mal de petits concepts, notamment comment ajouter des titres et des sous-titres à une page HTML, comment ajouter un champ texte et comment permettre à l'utilisateur de saisir un nombre et de récupérer ce nombre. On va aussi voir un petit peu de CSS et comment ajouter en JavaScript dynamiquement des balises à une page HTML. On va voir tout ça, c'est parti. Pour commencer ce jeu, je suis parti du squelette d'une page HTML comme on l'a vu dans une vidéo précédente. On retrouve la balise head avec la balise body et on retrouve dans la balise head l'encodage des caractères et le titre. J'ai rajouté aussi un lien, donc cette balise link vers le style qu'on va ajouter à la page internet. Et j'ai ajouté aussi une balise script pour faire le lien vers le script JavaScript qu'on va rajouter ensuite. Si on lance cette page dans le navigateur, on voit qu'il n'y a rien à l'écran, uniquement le titre, et on va commencer par ajouter un certain nombre d'éléments. Pour commencer, on va rajouter une balise H1 à la page. Une balise H1, c'est une balise header qui permet de donner un titre, un nom de chapitre à la page. Il existe en HTML un certain nombre de balises qui permettent de donner des chapitres. Les balises H1, H2, H3, H4, H5 et H6. C'est des balises qui permettent un peu d'organiser la page internet comme des chapitres ou des sous-chapitres ou des sections ou des sous-sections comme on pourrait retrouver dans un article ou dans un livre. Ici, je vais mettre uniquement une balise H1. Il est d'ailleurs recommandé de mettre uniquement une seule balise H1 alors qu'ensuite on peut mettre une ou plusieurs balises H2, H3, H4, H5, H6. Pour illustrer ça, on va rajouter dans notre page internet une balise de H1 jusqu'à H6 pour voir le résultat. Une balise H1, une 2, une 3, une 4, une 5 et une 6. Et on va lancer ça dans le navigateur. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a déjà un style par défaut qui est appliqué à l'ensemble des balises. Ici sur Firefox, on voit que selon le degré du chapitre, selon qu'on est en H1, H2, H3 jusqu'à H6, on voit que la balise H1 est celle qui est prédominante, ensuite H2, ensuite H3, ensuite H4, chaque fois un petit peu plus petit, parce que le principe, c'est que la balise H1, c'est censé être un grand titre, et ensuite un sous-titre, encore un sous-titre, et encore un sous-titre, pour organiser au maximum selon 6 degrés de hiérarchie dans la page Internet. Alors bien sûr, on peut réappliquer un autre style que celui par défaut. Ici, on va garder celui par défaut, et on va utiliser uniquement une balise H1. Et la balise H1, on va donner un titre à la page. Alors, il ne faut pas confondre le titre global de la page qui est ici dans Title et qui est mise dans l'onglet quand on affiche le navigateur Internet ici, et la balise qui est affichée au sein de la page, qui serait H1 ou H2, qui sont des balises de titre aussi ou de chapitre. Ici, je vais mettre deviner un nombre entre 1 et 100. Avec une petite icône. On regarde le résultat. On va dézoomer un peu. Hop. Ensuite, on va rajouter une balise input. Une balise input, c'est un champ de texte qui permet à l'utilisateur de saisir quelque chose qu'on peut ensuite récupérer. Quelque part, c'est comme un formulaire où il y a un élément où l'utilisateur peut rajouter un texte à remplir. Ensuite, on va rajouter une balise input. Une balise input, c'est un champ de texte qui permet à l'utilisateur de saisir du texte ou d'un nombre qu'on peut ensuite récupérer et qu'on peut ensuite lire. Donc la balise s'appelle input et on va lui dire qu'on veut un type de tiers nombre. Il est possible de mettre plusieurs types selon qu'on attend du texte, selon qu'on attend un nombre, selon qu'on attend une date, selon qu'on attend une couleur, etc. Là, je vais utiliser le type nombre et je vais lui dire que le nombre est entre 1 et 100 en utilisant les attributs min et max. Et je vais rajouter aussi l'attribut step qui est le pas entre les différents nombres. Moi, je ne veux pas accepter les nombres à virgule, donc je vais dire que le pas entre les nombres, c'est 1. Si j'avais voulu, par exemple, un nombre avec deux nombres après la virgule, j'aurais mis 0,01. Et je ferme tout ça. L'autre avantage aussi de spécifier le type d'input qu'on veut, ici number, c'est que sur les téléphones mobiles, que ce soit sur iOS, sur Apple ou sur Android, dans tout le reste, on peut modifier l'écran et modifier le clavier qui est affiché à l'écran. Concrètement, si on rajoutait un champ de texte classique,
le clavier serait celui-ci, comme celui que vous avez l'habitude de voir sur vos téléphones. En rajoutant et en modifiant l'attribut type number à un champ texte, on permet au téléphone de comprendre que ce qu'on attend, c'est un nombre, et au lieu d'afficher le clavier classique comme celui-ci, on afficherait un clavier un peu plus spécifique, qui est celui-ci, où il y a seulement des nombres, donc l'utilisateur peut plus facilement taper le nombre et n'est pas pollué avec le clavier AZERTY traditionnel et n'est pas forcé à changer le clavier manuellement pour un clavier avec des nombres. Le résultat à l'écran est similaire à un champ de texte classique. La seule différence, c'est que, encore une fois, le navigateur applique un certain nombre de modifications visuelles à l'écran. Ici, si on tape un nombre, on voit qu'à droite, on peut modifier ce nombre avec des flèches à la souris ou avec la molette de la souris, parce qu'il sait que c'est un nombre et on lui a dit en plus que le pas de ce nombre, c'est de 1 en 1, donc je peux modifier avec des flèches. Alors avec le CSS, on pourrait modifier ce visuel, comme tout visuel, on peut toujours tout modifier. Ici, je vais le laisser comme ça, parce que ça gêne pas trop. Ensuite, je vais rajouter un deuxième bloc à l'écran, que je vais mettre dans un bloc div. Et dans ce bloc div, je vais mettre 3 éléments. Ces 3 éléments permettront à l'utilisateur de savoir plus ou moins la fourchette dans laquelle le nombre se situe. Donc, je vais rajouter 3 balises. La première, c'est de dire quelle est la valeur minimum. Je vais mettre 1 pour commencer. Ensuite, je vais mettre le nombre à trouver. Ici, on ne le connaît pas, donc je vais mettre uniquement une petite boule de cristal. Et ensuite, je vais mettre la valeur la plus grande, c'est-à-dire 100, avec un petit emoji pour que ce soit plus sympa. Ici, on peut voir que j'ai utilisé une balise div et une balise span. La différence entre ces deux balises, c'est uniquement au niveau de la conception et de la signification des deux balises. Concrètement, la différence, c'est qu'une balise div, c'est une balise bloc, et une balise span, c'est une balise qui est en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut mettre plusieurs éléments côte à côte sur une page internet, on utilise des balises en ligne. Si on veut mettre un élément qui occupe toute la place et toute la largeur de la page internet, on va utiliser une balise bloc. On peut modifier le comportement initial, c'est-à-dire bloc ou en ligne, par du CSS. Par défaut, un élément div, c'est quelque chose qui est censé contenir du texte et des éléments côte à côte. Et un élément span, c'est quelque chose déjà qui ne doit pas contenir un élément div, sauf exception, mais qui est destiné à être les uns à côté des autres. Ici, mes 3 éléments, je compte les mettre les uns à côté des autres. D'ailleurs, on va voir le résultat. Et on voit qu'on peut les mettre les uns à côté des autres. Si j'avais mis des balises div, les éléments auraient été les uns après les autres, chacun sur une ligne. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Je vais utiliser les balises span. Ensuite, à la fin, je vais rajouter encore une balise div. Et cette balise div permettra d'avoir du texte et voir tout l'historique de ce qui a été choisi et savoir si c'est plus, si c'est moins, etc. Maintenant, on va appliquer un petit peu de CSS à cette page pour que ce soit un peu plus sympa. Je vais l'ouvrir. Comme on a vu dans la vidéo précédente, je vais utiliser l'inspecteur et les outils de développement qui sont inclus dans le navigateur pour pouvoir changer la disposition, changer le CSS, et ensuite, une fois que je serai content avec le CSS, je vais chaque fois copier-coller les règles de CSS dans mon code pour pouvoir les garder. Alors, il n'y a pas des règles fixes à utiliser pour que ce soit joli ou pas joli, etc. Toutes les règles que moi je vais mettre, c'est uniquement, je vais les décider à la volée pour que ce soit homogène à l'écran, mais si on avait fait d'une autre façon, ça aurait été aussi très bien. Pour commencer, je vais mettre des règles à la balise H1 pour modifier la taille du texte. Je vais mettre font size et là, je vais lui dire que le texte est 20 pixels. Ensuite, ça correspond bien, donc je vais tout de suite le prendre et le mettre dans mon code. Ensuite, je vais modifier la balise input et je vais lui dire déjà display block. Alors, par défaut, une balise input, c'est une balise qui est considérée comme à la ligne, inline, un petit peu comme les balises span qu'on a vues avant. Je vais modifier ce comportement par défaut et je vais lui dire comporte-toi comme une balise bloc. En transformant le statut inline en bloc, ça me permet ensuite d'appliquer
la règle margin est de dire, donc d'abord la première valeur c'est le haut et le bas, donc je vais lui dire 0 parce que je ne voudrais pas mettre d'espacement entre le haut et le bas. Et la deuxième valeur, ce sera la valeur à gauche et à droite. Et ici, je vais utiliser l'attribut auto, comme on voit à l'écran, qui permet de centrer un élément bloc à l'écran. C'est ce que je vais faire. Je vais aussi dire que la hauteur, c'est 1,5 EM. EM étant donc 1 EM, c'est une hauteur de ligne. Donc ici, c'est une hauteur plus un petit peu de marge en haut, en bas. Je vais utiliser 1,5. Et c'est centré et c'est déjà correct. Je vais rajouter aussi aligner le texte au milieu pour que lorsqu'on tape un texte, ce soit affiché au milieu. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de marge en haut et en bas en modifiant la règle que j'ai déjà mise margin et je vais mettre un EM aussi pour mettre un petit peu de marge en haut et en bas. Je suis satisfait avec mes règles de input, je vais les prendre et les rajouter. Et le sélecteur que je vais mettre, c'est input. J'en ai qu'un, donc je n'ai pas besoin de lui mettre une classe spécifique. Je vais utiliser uniquement le type de balise ici. L'avantage aussi d'avoir utilisé l'attribut type égale number quand on a avant fait le code HTML, c'est que si l'utilisateur tape quelque chose qui n'est pas d'un nombre, par exemple si je mets AA, on voit à l'écran, c'est écrit en petit parce que par défaut, le navigateur ne le met pas très grand, c'est marqué que le merci de rentrer un nombre. Parce que moi, j'ai dit à la page internet, dans mon code, que j'attends un nombre. Et si le navigateur se rend compte que ce qui a été saisi, c'est pas un nombre, il lui met une erreur. C'est possible d'ajouter un sélecteur avec des règles de CSS particulières dans le cas où la valeur qui a été saisie dans un champ n'est pas adaptée. Ici, en l'occurrence, si la valeur qui a été saisie n'est pas un nombre. Et ce sélecteur, c'est le nom du champ, donc ici input, et c'est double point et c'est invalide. Et en mettant ça, ça permet de dire par exemple que je veux que le background, donc la couleur de fond, background color de mon champ est par exemple rouge. Et je vais mettre un rouge un petit peu adapté, un peu plus clair. Et je vais mettre aussi que la bordure de mon champ, on va lui dire que c'est... Alors il y a 3 éléments à la bordure. Le premier c'est l'épaisseur de la bordure. Le deuxième c'est le style de bordure. Ici c'est solide, ça veut dire une ligne brute. Et ensuite, je vais dire rouge et je vais mettre un rouge un peu plus adapté, qui est un peu plus foncé. Voilà. Et je vais copier ça dans mon code. Et là, on voit que, par exemple, si je le vide, mon sélecteur invalide n'est pas déclenché. Donc, le style normal est affiché. Par contre, si je mets AA, c'est tout de suite mis en erreur. Et si je mets 10 ou 20, c'est correct. Si je mets aussi 1000, étant donné qu'on a mis que le max était 100, c'est pareil, c'est mon sélecteur invalide qui est affiché. Et inversement, si je mets par exemple 0 ou si je mets un nombre négatif, c'est aussi déclenché. Donc instantanément, dynamiquement, l'utilisateur voit si ce qu'il a saisi, c'est correct ou c'est incorrect. Ici, je me rends compte qu'on a oublié quand même un petit élément à la page, c'est le bouton pour permettre d'envoyer le nombre. Donc on va revenir rapidement à notre code et on va rajouter après le champ un bouton. Et dans ce bouton, on va dire proposer. Et on va mettre un petit smiley. On va réafficher la page. On voit que notre bouton est là. Je vais en profiter aussi pour lui ajouter une règle de style. On va lui dire tout pareil. Margin 0 auto. Le bouton, c'est comme les balises input, c'est comme les balises pan. C'est inline. Donc je vais lui dire display bloc. Et il est centré. Je vais prendre ces règles-là et je vais les copier dans mon code. Et je vais dire le sélecteur button, coller. Ensuite, je vais m'occuper de ce texte-là. Ce texte-là, je vais lui dire de s'afficher au milieu de l'écran, text align center. Je vais rajouter un peu de marge, on va dire 1 EM en haut et en bas. Et à droite et à gauche, on va dire 0. Ça me va très bien. Je vais le copier. Alors ici, le sélecteur que je dois utiliser, je ne peux pas utiliser le sélecteur div parce que sinon ça s'appliquerait à tous les divs de la page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une classe et je vais l'appeler résultat. Et je vais utiliser le nom de cette classe avec un point parce que on utilise le nom d'une classe et je vais dire point résultat.
et je vais récupérer le CSS que j'ai préparé. Je le mets. Ensuite, les 3 éléments qui sont dans notre résultat, les 3 spans, j'aimerais bien que le 1 avec le smiley qui monte et le 100 avec le smiley qui descend, uniquement ces deux-là, qui ait un petit peu de padding, c'est-à-dire un peu d'espacement sur les deux côtés. On va dire padding. Et là, on va dire la première valeur en haut en bas, on va dire que c'est à 0. Et à gauche et à droite, on va dire 15 pixels. Même un petit peu plus. On va dire 25. Et je vais utiliser la même chose pour le 3e élément. Voilà, c'est correct. Je vais prendre cette règle-là, je vais la copier dans mon code. Et tout pareil pour les divs. Ici, je ne peux pas utiliser une règle pour span comme sélecteur parce que sinon, tous les spans de ma page seraient impactés. Donc, je vais donner une classe à cette valeur. Je vais mettre le petit. Et ici, je vais mettre une classe à cet attribut. Je vais mettre grand. Et dans mon sélecteur, je vais lui dire à la fois le petit, virgule, et là, je mets un deuxième sélecteur qui partage la même règle. Et je vais mettre grand et je vais mettre ces deux. On a tous les deux un padding de 0,20, c'est-à-dire 0 sur les dessus et en dessous, et 20 sur les côtés. Je rafraîchis, ça fonctionne. Ensuite, à la fin, on va mettre un champ de texte, c'est celui-ci, le container qui est vide actuellement. Je vais mettre quelque chose dedans. Comme ça, je vais pouvoir mettre un petit peu de style dedans pour voir ce que ça fait. Et pouvoir ensuite l'adapter. Comme ça, je ne touche plus au style une fois que je l'ai fini et je peux passer au JavaScript. Ici, ce que je vais dire, c'est que je vais dire que le texte, encore une fois, il est aligné au milieu. Je vais lui dire que la taille du texte, je vais la mettre un peu plus petite, donc font size, et je vais mettre 26 par exemple. Ça, c'est très grand. Donc 16, même 12. Et on va faire quelque chose de différent. Je vais le mettre à gauche, en fait, et je vais dire que la largeur, c'est 500 pixels. Et que le disposition, c'est 0 et auto. Je vais mettre un peu moins que 500, comme ça c'est aligné au milieu. Voilà. Une dernière chose que je vais ajouter, c'est je vais mettre le texte en italique, font style, et je vais mettre italique. Et là, on est pas mal. Rajouter un tout petit peu plus grand, comme ça on a un peu plus de place de texte. Voilà, je vais copier ce code. Je vais le mettre. Je vais attribuer une classe à mon container que je vais appeler container. Je vais rajouter mon style, une classe container comme attribut et je vais mettre le code que je viens d'écrire. On va voir, on rafraîchit. Donc concrètement, une balise H1 au-dessus, un champ texte input qui accepte uniquement un nombre, un bouton au milieu, ensuite le nombre à trouver, ici entre 1 et 100, mais ça va être adapté, on va le rendre dynamique ensuite avec le JavaScript, et un container en bas qui va permettre de savoir l'historique du jeu et savoir ce qui s'est passé depuis le début du jeu. À ce niveau-là, je suis satisfait avec le CSS, je vais le fermer. Maintenant, on va passer au code JavaScript pour dynamiser tout ça et pour faire en sorte que la logique de la page internet et du jeu fonctionne. Pour ajouter JavaScript à la page, j'ai rajouté la balise script pour faire le lien entre le fichier JavaScript que j'ai créé et ma page HTML. Ici, dans mon fichier JavaScript, j'ai déjà mis une fonction qui permet de générer un nombre entre 1 et 100. Cette fonction, je ne vais pas la réexpliquer. Je l'ai reprise de la vidéo lorsqu'on a fait le dé. Je l'ai expliqué. Donc, je vais la prendre telle qu'elle. Je l'ai juste adaptée parce que pour le dé, c'était entre 1 et 6. Ici, c'est entre 1 et 100. Donc, de 6, je suis passé à 100 et on va l'utiliser telle qu'elle. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que on va devoir récupérer le bouton. Et on va dire au bouton, lorsqu'il y a un clic, effectue une proposition. De nombre. On va faire ça. Donc on va dire le bouton, on va la récupérer de la page HTML, toujours encore par document getElementById. Il nous faut l'ID, donc l'identifiant du bouton. Pour le moment, on ne lui a pas donné. Je vais revenir sur la page HTML
Et le bouton, je vais lui dire ID égale, et je vais lui dire button tiret, et je vais dire proposer. Une fois que j'ai donné un identifiant à mon bouton, je vais pouvoir l'utiliser ici en paramètres pour pouvoir récupérer le bouton. Ensuite, le bouton, je vais pouvoir lui dire d'écouter lorsqu'il y a un clic qui intervient sur ce bouton. Et lorsqu'il y a un clic qui intervient sur ce bouton, on va effectuer une fonction particulière. Cette fonction, je vais l'appeler proposer nombre. Pour le moment, elle n'existe pas, cette fonction proposer nombre. Donc, je vais la créer au-dessus et on va la remplir. Dans cette fonction proposer nombre, on va faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va récupérer le champ texte avec le nombre. Pour faire ça, on va faire tout pareil que pour le bouton. On va dire const input et on va dire document.getElementById. Et tout pareil, on va lui attribuer un identifiant ici. Et je vais l'appeler input-nombre. Je le récupère, je l'ajoute. Une fois que j'ai mon input, je veux récupérer la valeur, donc le contenu de ce champ. Le contenu de ce champ, il y a une propriété dans l'objet maintenant qui s'appelle input chez moi, qui s'appelle value. Donc la valeur qui est inclue dans ce champ. Et je vais mettre celle-là, je vais mettre const valeur égale input égale value. Donc ici, c'est récupérer la valeur du champ. Je vais afficher dans la console la valeur qui nous est retournée, comme ça on va pouvoir voir si ça fonctionne déjà. Je vais lui dire console log et je vais afficher cette valeur. On va tester. Je vais ouvrir la console, donc je ne vais pas aller dans l'inspecteur cette fois-ci, mais juste à côté dans la console. Je vais proposer quelque chose, on va dire 10, je vais mettre proposer, et on voit que 10 nous est affiché ici à l'écran. Si je mettais 20, je vois que c'est 20 qui a proposé, et si je mets AA et que je propose, je vois qu'il n'y a rien qui nous est proposé. Moi, je ne vais pas prendre en compte le fait que ce soit un nombre ou pas, on va voir ça à la fin pour voir et pour détecter les erreurs. On va partir du principe que l'utilisateur et le joueur, c'est quelqu'un qui est censé et qui suit les règles bien consciencieusement et qui met uniquement un nombre pour le début. Donc ici, on va dire 30 et on voit que ça fonctionne, c'est-à-dire que je récupère bien la valeur. La petite subtilité qu'il y a ici, c'est que la valeur qui nous est retournée est une valeur qui est sous forme de texte. C'est-à-dire que même si on voit qu'il est marqué 10 ou 20, en fait, c'est un texte qui contient 1 et 0. En fait, dans JavaScript, il y a plusieurs types qui existent. Il y a des nombres, il y a des objets, il y a des fonctions et il y a des nombres. Ici, ce qui nous est retourné par la valeur, malgré le fait que je demande un nombre, c'est un nombre, mais sous forme de texte. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est que ici, on va devoir caster en informatique, c'est-à-dire transformer le type de la variable de texte à nombre. Donc, je vais noter ici, transformer la valeur texte en nombre. Et pour faire ça, on transforme le type de la variable et on va passer de texte à nombre. On va dire que le nombre, il est égal à parsed int, int étant le diminutif de integer, donc un nombre. Et on va dire que la valeur à transformer, c'est notre variable valeur. Et un deuxième argument qui est mis là-dedans, c'est la base du nombre. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs façons de calculer en informatique. La façon dont nous, humains, on a l'habitude de calculer, c'est ce qu'on appelle une base 10, c'est-à-dire que ça va de 10 en 10, de 1 on va à 10, de 11 on va à 20, de 21 on va à 30, etc. De 101 on va à 110. Il existe d'autres bases, la plus connue étant la base 2, c'est-à-dire des bits 1 et 0. Ici, le comportement par défaut, ce serait une base 10 si je mettais rien. Mais pour que ce soit plus clair, je vais quand même spécifier le fait que ce soit 10 pour dire que c'est une base 10 qu'on veut calculer, donc de 1 à 10, de 11 à 20, etc. Je vais garder ici la console pour afficher la valeur sous forme de texte. Je vais utiliser tout pareil la console pour afficher cette fois-ci le nombre. Et on va exécuter le programme pour voir ce que ça retourne. Je retourne, je rafraîchis, je propose 10. J'envoie, j'appuie sur le bouton. Et là, il y a deux choses qui sont affichées à l'écran. Le premier, c'est 10 mais en noir. Et le deuxième, c'est 10 et en vert. En noir, c'est du texte. En vert, c'est un nombre. On aurait pu aussi vérifier en mettant type of valeur pour voir le type de variable qui nous est retourné. Et ici, type of nombre. Et on réexécute.
tout pareil, 10. Et là, on voit que string, c'est-à-dire en anglais, c'est-à-dire un texte, et 10 en nombre. Donc, c'est-à-dire que la première variable, la première valeur, c'est un texte, et la deuxième valeur, c'est un nombre. Donc, tout est bon. On a réussi à transformer notre 10 en nombre. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va utiliser la fonction qui est tout en haut, qui permet de générer un nombre aléatoire. Et je vais avant tout générer un nombre aléatoire. Donc, je vais l'appeler nombre à trouver. Et ça, c'est le résultat de la fonction gérer nombre aléatoire. Pour que ce soit plus simple, je vais l'afficher dans la console. Comme ça, si on veut chercher le nombre, on pourra juste regarder dans la console le résultat. C'est un peu triché, mais pour le moment, ce sera assez utile. Et je vais afficher ce nombre à trouver. OK. Si je reviens ici, on a notre nombre. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est comparer le nombre avec le nombre à trouver. Alors là, plusieurs cas. Soit le nombre est égal au nombre à trouver. Dans ce cas-là, la partie est finie. Donc, on peut l'afficher, afficher, bravo, et finir. Sinon, donc le nombre est faux, tout simplement. Dans ce cas-là, si le nombre est faux, on va avoir plusieurs cas, 2 cas exactement. Le premier cas, si le nombre à trouver il est plus grand que le nombre qui a été proposé, et inversement, si le nombre à trouver est plus petit que le nombre qui a été proposé. Et si le nombre est plus petit, on va dire c'est plus petit, et si le nombre est plus grand, on va dire c'est plus grand. Donc on va dire si le nombre est plus grand, afficher plus grand, et si le nombre est plus petit, afficher plus petit. Voilà tout ce qu'il faut faire. On va faire tout ça. Donc on va dire comparer le nombre avec le nombre à trouver. Si le nombre est égal, donc on va dire if, si le nombre est égal au nombre à trouver, dans ce cas-là, la partie est finie. Donc on va dire afficher bravo. Et pour le moment, on va le mettre dans la console avant de le mettre à l'écran. Et on va finir. Pour le moment, on va rien finir. On va considérer que la partie est finie. Sinon, else, on va avoir donc 2 cas, si le cas est faux. Si le nombre est plus grand, donc si le nombre à trouver est plus grand que le nombre qui a été proposé. Donc là, je vais changer pour que ce soit plus clair. Je ne vais pas l'appeler nombre, mais je vais l'appeler nombre proposé. Comme ça sera plus clair. Donc si le nombre à trouver est plus grand que le nombre à 1, on va encore une fois afficher dans la console, mais après on l'affichera à l'écran. Ce sera plus simple dans un premier temps. Et on va dire le nombre est plus grand. Sinon, et dans ce cas-là, c'est qu'il est plus petit. Afficher plus petit. Et on va dire console log, le nombre est plus petit. On va tester. Vu que j'ai mis le console log avec le nombre qui a été trouvé ici 25, on va vous permettre de tester plus facilement. On va tricher un petit peu. Donc si je mets 20 et que je propose, le nombre est plus grand. Si je mets 26 ou 36, le nombre est plus petit. Et si je mets le vrai nombre, c'est-à-dire 25, on va proposer et ça nous dit bravo parce que c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu ça, mais au lieu de l'afficher dans la console, on va l'afficher sur la page. On va revenir dans le code. Et ce qu'on veut, c'est en fait ici, dans le container que je vais vider, on veut chaque fois qu'il y a une proposition qui est faite, donner le numéro de la proposition, première tentative, deuxième tentative, troisième tentative, et ensuite dire bah, c'est plus grand, c'est plus petit. Donc ce que je veux faire, c'est créer un élément div, concrètement ici, créer un élément div, et mettre dans cet élément div, mettre tentative 1, et après mettre le nombre est plus petit, et mettre C+, ou C-, et comme ça rajouter des éléments texte à mon container
pour qu'on ait un historique de tout ce qui s'est passé. Pour faire ça, je vais déjà mettre un identifiant à mon container pour pouvoir le récupérer. Et mon container, je vais pouvoir le récupérer ici et dire const container égale document.getElementById container. Si je veux rajouter un élément au container, on va essayer par exemple de rajouter tentative 1, tentative 2, tentative 3 pour savoir le nombre d'itérations qu'on a déjà eu. Donc on ferait const et on mettrait par exemple un nouveau div avec la proposition, c'est le nom de ma constante, et je vais lui dire qu'en fait c'est document create element, donc créer une nouvelle balise de type div, et je mets div entre paramètres. Ensuite, je vais lui dire que ma div proposition, que le contenu, donc le texte de cette balise, text content, c'est quelque chose. Ici, ce quelque chose, ce sera tentative, avec le numéro de la tentative, qu'on n'a pas encore, mais qu'on va créer. Donc, je vais créer tout en haut. Contrairement aux autres, je ne vais pas le mettre en constante, parce que le numéro de la tentative, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, ça va évoluer, donc ça va changer, c'est donc une variable, et je vais utiliser donc le mot-clé, pas const, mais let, et je vais dire numéro de la tentative, et je vais le mettre à 1 au début. Je vais utiliser ça, et je vais le mettre ici. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que le numéro de la tentative, chaque fois qu'il y a une proposition, on l'augmente. Donc à la fin, si ici le nombre est faux, on va faire tentative plus égale 1, c'est-à-dire qu'on incrémente chaque fois 1 la tentative. Et cette proposition, donc cet élément div que je viens de créer ici, auquel j'ai mis un texte au sein de cet élément div, donc au contenu de l'élément, je vais lui dire container append child, c'est-à-dire rajoute un enfant au container, et cet enfant, je vais lui dire que c'est div proposition, c'est-à-dire que c'est l'élément que je viens de créer auparavant. On va tester. Et on va dire, la console plus bas, 10, tentative 1, et là je peux mettre tentative 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc là ça fonctionne bien et j'ai le résultat de la tentative qui est affiché à l'écran. On pourrait d'ailleurs inspecter ici la page, ce qu'on va faire, et on voit que, je vais mettre ça un peu plus petit, voilà, que si j'inspecte dans mon container ici, je vois qu'il y a réellement des balises div qui ont été créées par JavaScript et où le texte est tentative 1, tentative 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ces console log et on va utiliser le même fonctionnement, c'est-à-dire rajouter des éléments que je vais créer dynamiquement au container. Ici, quand au lieu de dire console log, le nombre est plus grand, on va faire le même concept. Donc on va dire div plus grand, c'est le nom donc de mon élément. C'est toujours encore un div, et ce div, il aura comme pour texte quelque chose que je vais mettre C+. Voilà. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est que pour entourer un texte, on utilise des codes simples, donc des guillemets simples, mais dans mon texte, j'ai C, donc C apostrophe, tout pareil le guillemet. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui est les délimitateurs du texte et qu'est-ce qui est inclus dans le texte. Quand on a un des délimitateurs du texte qui est utilisé dans le texte, on peut l'utiliser quand même, mais en précédant ce caractère du caractère backslash, celui-ci, donc la barre vers la gauche, et on peut utiliser. La deuxième solution aurait été, au lieu d'utiliser des guillemets simples, c'est de mettre des guillemets doubles autour. Moi, j'ai tendance à utiliser toujours des guillemets simples, et lorsqu'il y a des guillemets qui sont utilisés au sein du texte, je mets un petit slash avant. C'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai créé mon élément div, le div plus grand. Je vais l'ajouter tout pareil à mon container.
Le container, je l'ai déjà déclaré ici, donc j'ai pas besoin de remettre compte container égale document, etc. Il existe encore, je vais juste mettre container append child, donc ajoute un enfant de plus au container, et cet enfant, c'est celui que je viens de créer, et je l'ajoute. Je vais faire exactement la même chose pour ces plus petits, et je vais les dire c'est moins, et je vais mettre un autre smiley, je vais mettre... C'est existentiel d'ailleurs, mais je vais mettre celui-ci. Et je vais mettre div plus petit comme nom. Et l'ajouter au container. On va tester ça. Je vais enlever la console. Je vais la garder pour savoir quel nombre c'est. Ici, c'est 68. Donc, si je mets 60, on va me dire tentative 1, c'est plus. Et si je mets 70, ça va me dire tentative 2, c'est moins. Et on peut peut-être mettre 68. Et là, on ne l'a pas encore testé. Tentative 3, mais ça nous dit dans la console bravo. On va vite réaliser ça. Et on va utiliser le même concept. Ici, finir. Donc, afficher bravo. Et je vais mettre div égal. Et je vais dire bravo. Avec un petit clap. On va l'ajouter au container. On réessaye. Le nombre est 43. Je vais directement mettre la solution. Et on va dire tentative 1, bravo. Là, je vais faire une petite modification pour que ce soit plus agréable. Le principe là, c'est que quand on fait des modifications, les modifications, elles sont les unes après les autres. Je veux inverser ça pour que la tentative 1, elle soit en bas et qu'ensuite, au lieu de les rajouter à la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rajouter les uns avant les autres. Comme ça, la dernière proposition est toujours la proposition qui est le plus au-dessus. Au lieu de mettre append child, je vais modifier un petit peu ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre insert before. Donc, insère avant. Et là, je vais mettre toujours encore en premier argument ce que je veux insérer, donc l'élément. Et en deuxième, je vais lui dire que je veux insérer avant le premier élément s'il y en a un. Donc ici, je vais mettre container first child. Concrètement, on lui dit quel est l'élément qui doit succéder, donc pour qu'il sache réellement où le mettre. Je vais faire la même chose pour les trois, c'est-à-dire ici, ici et ici. Et je vais mettre insert before. Et je vais mettre container first child. On réessaye. Et là, j'ai 49, donc je vais dire 40. Ensuite, je vais dire 45. Et là, on voit que le tentative 2 a été ajouté avant le premier élément, c'est-à-dire tout au début, etc. Et si je mets 50, ce sera moins, etc. Et je vais mettre le résultat. Bravo. On peut faire une petite modification de ce qu'on vient de faire pour éviter de répéter 3 fois la même chose. Et ce 3 fois la même chose, c'est 3 fois on veut ajouter du texte au container. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction à part. Et dans cette fonction, le principe, c'est qu'on va ajouter du texte dans le container. On va voir ça. Donc au-dessus, je vais mettre une fonction et je vais mettre ajouter au container. Et en paramètre de cette fonction, je vais rajouter un argument. Et cet argument, c'est le texte qu'on veut rajouter. Et à l'intérieur, je vais reprendre ce qu'on a fait une première fois, c'est-à-dire récupérer le container et ajouter le texte en premier élément du container. Donc pour ajouter du texte, on va faire tout pareil. On va dire div text égale document create element. Donc on crée un élément div. Et dans cet élément div, on va lui dire que le contenu du texte est le texte. Et ce div text que je viens de créer, donc cet élément div, je vais lui dire ensuite au container de l'ajouter en première position. Cette fonction, je vais pouvoir maintenant l'utiliser et remplacer ici tout ceci par la fonction ajouter container. On va même changer le texte. On va mettre ajouter texte au container. Comme ça, c'est bien clair. Et le texte que je vais rajouter, c'est celui-ci. On peut enlever tout ça. Et cette fonction, je vais l'utiliser pareil pour Bravo. Voilà. Et je vais l'ajouter tout pareil
pour C++. Et pareil pour C-. Comme ça, étant donné qu'on fait 3 fois la même chose, si après ou demain ou une autre fois on revient sur ce code, on veut faire une modification, on sait qu'on doit le faire uniquement à un seul endroit. Concrètement, si maintenant je voulais modifier ce comportement, ajouter du texte, au lieu de l'ajouter les uns avant les autres, je voudrais refaire comme avant les uns après les autres, je pourrais uniquement changer ici et mettre append child et ça modifierait tout. Il y a une dernière chose qu'on n'a pas faite, c'est modifier cet élément et cet élément pour voir quelle est la fourchette entre les deux valeurs. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà attribuer un identifiant sur le plus bas et un identifiant sur la valeur plus haute. Et je vais les appeler bas et haut. Ces deux éléments, ce qu'on veut, c'est que ce soit pour le bas, la valeur la plus grande qui a été proposée, mais qui est comme inférieure au monde à trouver, et inversement pour le haut, il faut que ce soit la valeur la plus petite, mais quand même supérieure à la valeur à trouver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable ici, et ici, on va dire, c'est le nombre du bas, et d'abord elle est à 1, et on va dire que le nombre du haut est à 100. Ensuite, quand il y a une proposition qui est faite, et que cette proposition est un nombre qui est plus petit, c'est-à-dire que le nombre à trouver est plus grand, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre test, et on va dire si le nombre est supérieur au plus bas déjà trouvé, c'est-à-dire que, imaginons que la valeur à trouver c'est 50 et que pour le moment on n'a rien trouvé, donc c'est à 1. Si la personne propose 40, on va modifier l'élément qui est à l'écran et on va remplacer le 1 par 40. Normalement, à ce niveau-là, l'utilisateur il doit comprendre que la valeur elle est plus entre 1 et 100, mais elle est entre 40 et 100, parce qu'il vient de savoir, on vient de lui donner l'indication que la valeur est plus que 40. Donc il ne devrait pas proposer moins que 40. Il pourrait, mais disons que ce ne serait pas très intelligent de sa part. Par contre, s'il propose 39, on ne va pas lui changer l'échelle et on ne va pas lui dire, bah, en fait, le nombre, il est de nouveau entre 39 et 40 parce qu'on a déjà eu l'information avant que la valeur était au-dessus de 40. Donc, on ne touchera rien. Par contre, s'il propose 42, on va lui raccourcir la fenêtre de tir pour lui dire, en fait, tu as trouvé une information supplémentaire qui est 42 au lieu de 40. Donc, on va voir ça. Donc, on va dire, si le nombre est supérieur au plus bas déjà trouvé, c'est-à-dire si donc le nombre proposé est supérieur au nombre du bas, dans ce cas-là, on va mettre à jour cette valeur. Donc cette valeur ici pour le moment il y a 1 et on va dire, on va la récupérer déjà et on va dire l'élément bas égale, on va récupérer tout pareil, quel élément de bas ID et on l'a appelé bas, et l'élément du bas, on va utiliser tout pareil, text content, et là on va utiliser le nombre qui nous a été proposé, et ensuite on va rajouter le même smiley qu'il y avait déjà avant, celui-ci, voilà, on va faire la même chose mais inversement si le numéro est plus petit. Donc si le nombre est inférieur au plus haut déjà trouvé, donc inférieur au nombre haut, dans ce cas-là, on modifie l'élément qui s'appelle haut, c'est-à-dire celui-ci, et on va dire le nombre est proposé, et on va changer le smiley, on va utiliser celui-là. Ok, on va tester. Donc là, le nombre à trouver, c'est 3. Je vais rechanger pour un autre. Donc c'est 32 cette fois-ci. Donc si je mets 20, ici, on voit que c'est entre 1 et 100. Je vais mettre 20. Là, on voit que c'est plus que entre 20 et 100, parce que je viens d'avoir l'information comme quoi le nombre est plus grand que 20. Sachant qu'il faut trouver 32. Donc si je mets maintenant 19, ça modifie 19, c'est-à-dire que c'est pas juste. On va voir pourquoi.
Donc on a vu que si le nombre proposé est supérieur au nombre bas. Voilà, en fait ce qu'il faut, c'est que aussi que le nombre plus bas, il faut le mettre à jour. Et pareil ici avec le nombre plus haut. Comme ça, il garde la mémoire de ce qui a été trouvé. On réessaye encore une fois, en espérant que ça fonctionne. Ici, il faut trouver 54. On va proposer 50. C'est plus. On voit que le plus bas, maintenant, la fourchette, c'est entre 50 et 100. Si maintenant, je mets 45, je propose... on sait toujours encore que c'est plus que 50, donc on ne va pas lui remplacer par plus de 45 parce que ce serait revenir en arrière. Par contre, si je mets 52, on voit que ça met à jour. Inversement, si la valeur supérieure, c'est 100, si je lui mets 60, par exemple, il va me mettre à jour. Donc ici, je sais que c'est entre 52 et 60. Si je mets 56, je vois aussi. Et si je mets 53, et petit à petit, on s'en rend compte. Et là, normalement, l'utilisateur, il devrait voir que c'est soit 54, soit 155. Ici, c'est 54. Donc je mets bravo et c'est fini. On va faire une dernière chose, c'est qu'on va changer la valeur du milieu quand la partie est finie. Comme ça, on montre à l'utilisateur que c'était bien le bon nombre. Donc ce qu'on va faire ici, on va revenir sur le code. On va utiliser cette fois-ci l'élément du milieu, et on va dire centre. Cet élément, maintenant qu'on lui a donné un identifiant, on va pouvoir le récupérer. On va le mettre ensuite, on affiche bravo, et on va lui dire l'élément du centre, c'est celui-ci, getElementById, c'est le centre, et que l'élément du centre, son texte, textContent, on va lui dire que c'est le nombre proposé. Donc le nombre à trouver, ça revient au même. Donc je vais quand même dire nombre proposé. Et je vais ensuite ajouter un petit clap de fin. On réessaye. Donc le nombre à trouver, c'est 24. Je vais mettre 20. Ensuite, je vais mettre 25. Et je vais mettre 24 maintenant. Et voilà, c'est fini, bravo. Et on voit que le nombre était entre les deux. Avant de conclure, on va voir une dernière petite chose. On l'a vu avant, mais on ne l'avait pas traité. C'est que si on met une valeur qui n'est pas un nombre, on a vu qu'on pouvait changer le CSS, on l'a fait, maintenant le champ est rouge. Ce que j'aimerais, c'est qu'il ne se passe rien, parce que si on propose, on voit que ça me dit c'est moins, mais en fait, c'est un peu buggé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le code. Et on l'a déjà vu avant, mais on va le refaire encore une fois. Ici, la valeur, je vais mettre console log et je vais mettre la valeur, on va l'afficher pour voir ce qui se passe quand en fait, ce qui a été rentré par l'utilisateur n'est pas un nombre. On va voir. Là, je vais mettre AA et je vais proposer. Et je vois ici que le texte qui nous est retourné, c'est un texte qui est vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vérification pour voir si la valeur du champ est un texte vide. Si c'est un texte vide, ça veut dire que la valeur qui nous est donnée n'est pas un nombre et on va s'arrêter là. Comme ça ne bug pas le programme et on attend que l'utilisateur nous donne réellement un nombre pour continuer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vérifier que la valeur n'est pas vide. Si elle est vide, ne rien faire. Et pour faire ça, on va mettre simplement if et on va mettre valeur. Pour voir si c'est vide, on met tout simplement égal et on met un champ texte vide. Et ensuite, on dit ne rien faire, c'est-à-dire arrêter le programme. Et on va mettre simplement return, comme retourner une valeur, mais on ne retourne rien, c'est juste pour que ça s'arrête là. On teste. Je propose, ça se fonctionne toujours. Et si je mets rien et que je propose, il ne se passe rien. Là, je clique, mais il ne se passe rien. Si je mets un AA et que je propose encore une fois, il ne se passe rien aussi. Et en plus, le champ est rouge, donc l'utilisateur comprend pourquoi il ne se passe rien. Je reviens ici, je corrige et je mets 20 et je mets 17. Et ça fonctionne et bravo. Voilà, un petit jeu sympa en HTML, en CSS, en JavaScript pour pouvoir s'entraîner. On a vu comment mettre des éléments sur une page internet. On a vu comment mettre des titres, des sous-titres avec H1, H2, H3, H4, H5, H6. On a vu comment mettre des champs de texte, comment proposer à l'utilisateur et demander à l'utilisateur de mettre des nombres. On a vu comment mettre un bouton. On a vu comment rajouter des balises dynamiquement à l'écran. On a vu tout ça. C'est déjà nouveau, quelques outils en plus dans notre boîte à outils. C'est déjà pas mal. Et c'est un beau petit jeu qu'on peut jouer et s'amuser comme des petits fous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.